Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce deuxième webinaire de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Cette semaine, donc du 18 au 24 novembre, se déroule la 28e édition de cette SEPH qui est organisée par l'ADAPT, la GFIP et le FIP qui sont présents aujourd'hui avec moi. Cet événement a pour objectif d'interpeller, de sensibiliser les employeurs, les pouvoirs publics, mais également le grand public sur la question de l'emploi des personnes en situation de handicap. Cette année, la SEPH a pour thématique handicap et parcours professionnel, comment assurer une vraie égalité des chances. Et au-delà des événements que nous menons un peu partout sur le territoire, on a souhaité aussi apporter des réponses très concrètes à cette question-là. Donc la DAT, la GFIP et le FIP ont souhaité organiser une série de webinaires avec des experts de nos trois organisations et également des témoignages de personnes en situation de handicap, des employeurs, afin de partager ces solutions pratico-pratiques que l'on voit mettre en place un peu partout, qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi, bien sûr, mais également l'évolution professionnelle des personnes en situation de handicap. Donc, ce deuxième webinaire a pour thème maintenir dans l'emploi, c'est bien, évoluer, c'est mieux. Et j'aurai le plaisir d'animer ce webinaire avec Denis Frémaux de la GFIP, à qui je laisse la parole. Je me présente, Denis Frémaux, adjoint à la direction de la communication de la GFIP. Donc avant de passer la parole à nos invités, je voulais juste revenir sur une étude que nous avons menée, donc à la fois conjointement la GFIP, le FIP et l'ADAPT. On a lancé cet été une grande étude avec l'IFOP, intitulée Égalité des chances en emploi, une réalité pour les personnes en situation de handicap. Donc on a interrogé plus de 1000 personnes du grand public, des salariés du privé et du public, 400 employeurs et surtout plus de 6000 personnes en situation de handicap, ou employés ou en recherche d'emploi. Et on leur a posé un certain nombre de questions sur leur parcours professionnel. Donc, c'était une étude qui avait été commanditée expressément pour la SEPH, voilà, qui donc, comme l'a dit Philippe tout à l'heure, a pour thématique les parcours professionnels. Et ce qui ressort de cette étude, bah, c'est qu'il y a un sentiment de discrimination des personnes en situation de handicap qui est plus fort que le reste de la population, notamment au niveau de l'emploi. Et on voit qu'il y a plusieurs freins qui sont rencontrés et notamment, bah, tout d'abord, bah, c'est que 63 des personnes en situation de handicap ont dû changer de métier en raison de leur handicap. C'est quand même assez énorme, hein, c'est les 2/3. Et 3 personnes en situation de handicap sur 4 estiment que leur handicap a freiné leur évolution professionnelle. Donc c'est là aussi, c'est quand même très largement majoritaire. Et ça se traduit un peu plus en détail par un sentiment d'être, plutôt sous-payé. Ils sont 64 à nous déclarer, qu'ils se sentent sous-payés, alors que c'est que 49, on va dire, de manière générale dans la population salariée en France. Donc c'est quand même assez important et ils sont aussi seulement 28 à se dire à l'aise pour demander une augmentation. C'est 10 points de moins que le reste de la population. 27 seulement négocient leur salaire à l'embauche, alors que c'est à peu près le cas de 40 des personnes qui sont embauchées. Donc il y a bien ça, des freins, ou alors parfois ils s'auto-limitent ou non, mais en tout cas, il y a des freins à leur évolution professionnelle qui est plus marquée que pour l'ensemble des salariés français. Par contre, à l'inverse, ils ont les mêmes aspirations professionnelles que la moyenne des salariés. Ce sont des femmes et des hommes comme les autres. Ils ont même finalement légèrement plus le souhait de devenir manager, à peu près 41 que la moyenne des Français, qui est à peu près à 39 à souhaiter devenir manager. Et finalement, pour ceux qui ne souhaitent pas devenir manager, les raisons sont les mêmes que pour les autres. La non-compatibilité avec le handicap n'intervient qu'en quatrième position. C'est pas ce qui est le plus important pour eux, mais c'est plutôt 48 pensent qu'ils n'ont pas la légitimité pour être manager, 44 préfèrent leur poste actuel ou 34 ne se sentent pas légitimes. Donc il y a aussi des freins qui sont posés. Et dernier point, avant de passer la parole à Valentine Henrard de l'APEC, c'est que finalement, seulement une personne en situation de handicap en emploi sur 2, bah, le déclare, en parle à ses collègues. 38 seulement à son manager et 31 seulement à la direction des ressources humaines
ou à son référent handicap. Donc on voit bien qu'il y a quand même aussi toute une problématique autour de se déclarer ou non sa situation de handicap lors d'une embauche ou lorsque l'on est en poste. Et c'est notamment ce point qui a été creusé par l'APEC dans une étude qu'elle a menée, qui est intitulée Révéler et faire reconnaître son handicap en entreprise. Donc je vais passer la parole à Valentine Henrard. Merci Denis pour cette introduction. Parler des principaux enseignements d'une étude qu'on a conduite en partenariat avec la GFIP sur les enjeux liés à la révélation et la reconnaissance du handicap pour les cadres. Et donc ça résonne bien avec des chiffres qui nous ont été donnés issus de l'étude de l'IFOP et la question qu'effectivement c'est bien un enjeu qui se pose là donc pour tous les salariés, et là on va l'explorer pour les cadres en particulier. Donc sur la diapositive suivante, j'ai présenté quelques éléments de contexte et l'objectif de l'étude. Donc pourquoi on s'est acheminé vers cette question particulière de la révélation. Donc des éléments de contexte que je rappelle, mais que tout le monde connaisse assez bien, mais on a depuis un certain nombre d'années une hausse assez significative des situations de handicap en milieu professionnel. Donc il y a plusieurs causes à cette tendance: un allongement de la durée de vie active, un vieillissement de la population. Et par ailleurs, on a aussi qui peut agir sur cette tendance, une augmentation de l'incidence des maladies chroniques et des trajectoires scolaires et professionnelles des personnes en situation de handicap qui s'améliorent légèrement. Par ailleurs, on sait de la littérature, c'est très bien documenté, mais être en situation de handicap réduit les chances d'accéder à l'emploi et à l'emploi cadre notamment, d'y progresser et de s'y maintenir. Donc c'est en partie lié aux caractéristiques sociodémographiques de la population en situation de handicap. On en verra certaines juste après pour les cadres, mais c'est également lié, comme on le sait, aux discriminations dont peuvent pâtir les personnes en situation de handicap. Donc en France, on a, à partir de ça, ce sont des données qui viennent de l'enquête emploi de l'INSEE, on a en 2023 7% des cadres actifs du secteur privé qui se déclarent en situation de handicap. Donc qui se déclarent eux-mêmes limités par un handicap ou un problème de santé. Chez un éco, oui, pardon. Et seuls 2% qui déclarent disposer d'une reconnaissance administrative de leur handicap, donc qui peut être une RQTH ou une autre reconnaissance administrative. Donc là, on a bien une part non négligeable de cadres qui ne souhaitent pas ou qui n'estiment pas, qui n'a pas estimé nécessaire de faire reconnaître leur handicap. Et donc, l'enjeu de l'étude qu'on a conduite avec la GFIP, c'était de documenter justement quels sont les moteurs et les freins à cette décision chez les cadres, de faire reconnaître administrativement ou de dévoiler leur handicap au travail au regard de leur choix de carrière. Donc, on verra sur la diapositive suivante la méthodologie. Mais donc, en fait, juste pour avancer sur les résultats, c'est un choix, on va voir, qui procède d'une certaine évaluation, un coût-bénéfice. Coût d'un côté, les risques liés à la stigmatisation, si on révèle son handicap. Les bénéfices, on les verra évidents sur l'amélioration des conditions de travail, etc. Donc c'était bon pour la diapositive sur la méthodologie. J'y arrive. Donc rapidement, dans cette étude, on s'est appuyé sur deux sources. D'abord, une exploitation de l'enquête emploi de l'INSEE. Et le gros de l'étude repose sur un terrain qualitatif qui a été mené par le CREDOC en mai-juin 2024, et on a interrogé 3 cibles, donc des cadres en emploi en situation de handicap qui disposent d'une reconnaissance administrative de leur handicap, des cadres en emploi en situation de handicap mais qui n'ont pas de reconnaissance administrative de leur handicap, et des responsables des ressources humaines qui sont chargés des questions liées au handicap, ou dans les entreprises de plus grosse taille, des référents handicap. Et on a fait un panachage
des profils. Donc, une majorité quand même des cadres qu'on a interrogés sont en situation de handicap non visible et on a panaché selon le sexe, l'âge, le type de handicap, l'ancienneté de la survenue du handicap, le fait d'être manager ou pas manager, la taille de l'entreprise et son secteur. Voilà, et on a mené quelques entretiens complémentaires avec des personnes en situation de handicap sur cette thématique avec des professionnels de l'accompagnement ou des personnes qui travaillent sur le sujet. Quelques données dans la diapositive suivante mais je passe très rapidement parce que je viendrai au résultat. Sur le profil des cadres en situation de handicap, donc ce qu'on voit, c'est que, comme pour l'ensemble des actifs, hein, les cadres en situation de handicap sont en moyenne plus âgés que l'ensemble des cadres. Ils sont en moyenne plus fréquemment des femmes que l'ensemble des cadres. Sur la diapositive suivante, on voit qui sont aussi en moyenne, ils ont un niveau de diplôme moins élevé que l'ensemble des cadres. Et pour les cadres en situation de handicap qui sont en emploi, ils sont en moyenne plus fréquemment, ils travaillent plus fréquemment en temps partiel que l'ensemble des cadres. Et j'en viens maintenant à la diapositive suivante, donc au résultat vraiment des entretiens qualitatifs qu'on a menés sur les différentes cibles. Et donc cette démarche de reconnaissance et de révélation de sa situation de handicap, on voit que c'est un processus qui est chargé émotionnellement. Sur la diapositive suivante, donc on peut voir que donc c'est un processus donc, qui n'est pas linéaire et qui procède de plusieurs étapes. Donc d'abord, et en préalable, ce qui constitue un préalable à ce choix ou à cette décision de faire reconnaître ou de révéler son handicap, c'est de poser un diagnostic sur la maladie ou sur le handicap, c'est une étape qui peut parfois prendre un peu de temps parce qu'il peut y avoir des cas dont témoigner de situations où il y avait une certaine errance médicale. Et ensuite, ce qui constitue vraiment une étape clé, c'est l'acceptation de cette maladie ou de ce handicap, parce que moi, dans la plupart des cas, il est survenu à l'âge adulte. Et c'est une acceptation qui, en particulier pour les cas dont le handicap est invisible, qui peut être un moment difficile et qui n'est pas une étape évidente à réaliser. Et donc des cadres qui peuvent avoir du mal à s'identifier au statut de travailleur handicapé. Notamment, souvent, dans leur témoignage, on a entendu qu'ils associaient le handicap au handicap physique, au handicap lourd, et que pour eux, même certains cas témoignaient du fait que le terme RQTH pouvait être assez anxiogène, et le terme handicap également. Par ailleurs, il y a certains cadres qui ne perçoivent pas l'intérêt de faire cette démarche, souvent parce qu'ils minimisent les manifestations de la maladie ou de leur handicap, ou parce qu'ils les compensent eux-mêmes et les dissimulent, ou alors dans certains cas un peu plus rares parce que leur employeur leur a permis d'avoir des aménagements sans qu'il y ait besoin de passer par une reconnaissance administrative. Je vous lis le témoignage d'un cadre de 46 ans qui a un handicap non visible et qui n'a pas fait de reconnaissance, qui a un poste sans encadrement, et il nous dit: j'ai pas voulu faire de RQTH parce que pour l'instant, ce n'est pas invalidant, mais si j'avais eu des prises régulières d'insuline, peut-être que j'aurais demandé du temps pour aller à l'infirmerie, pour me reposer et prévenir s'il y avait un risque de coma diabétique, qu'on sache comment agir si je faisais une crise, pour pouvoir intervenir rapidement. Là, c'est pas le cas. Sur la diapositive suivante, on peut voir que... non, pardon, je vais juste terminer sur celle-là. Souvent aussi, le déclencheur, c'est la dégradation de l'état de santé, notamment lorsque cette dégradation devient trop difficile à dissimuler et qu'elle nécessite des aménagements de poste. C'est souvent un élément déclencheur de la révélation ou du choix de faire reconnaître ce handicap. Donc sur la diapositive suivante, on peut voir que un levier important de cette démarche et de cette décision, c'est la perception des bénéfices en matière de conditions de travail et d'amélioration de la santé. Donc les bénéfices, un déclencheur important. Donc les cadres ne perçoivent pas toujours, notamment parce qu'ils n'ont pas l'information nécessaire, les bénéfices d'une reconnaissance administrative de leur handicap, notamment les aménagements sur le plan organisationnel
plus souvent que sur le plan technique, hein, pour les postes cadres. Donc par exemple, la modulation du temps de travail, les aménagements de la charge de travail, l'accès au télétravail ou d'autres droits comme, par exemple, la bonification du compte personnel de formation. Et par ailleurs, les cadres connaissent assez mal les démarches à effectuer, notamment les acteurs à mobiliser, les modalités de constitution du dossier. Plusieurs cadres que nous avons interrogés nous ont fait part de leur découragement devant l'ampleur et la complexité du dossier. Là, une femme sur un poste avec un encadrement qui a un handicap non visible mais qui n'a pas encore fait de RQTH nous dit: «J'ai un dossier que j'ai chez moi depuis presque 1 an, que je suis censée remplir, mais je ne l'ai jamais fait parce que quand on voit le dossier, on a l'impression que c'est un bouquin. Il y a plein de pages à lire, plein de choses à faire». Donc les bénéfices sont pourtant, nombreux à la RQTH, notamment les aménagements des conditions de travail qui sont souvent réalisés en lien avec le service de santé. C'est un bénéfice clé, comme, en témoigne, cette femme, de 28 ans qui a un handicap non visible, qui a fait une RQTH, qui est sur un poste sans encadrement. Elle nous dit: «J'étais dans un bureau, on était nombreux, on était 8 et du coup, le fait de pouvoir accéder à la RQTH me permet de faire la demande, d'avoir un bureau où j'étais un peu plus isolée, tant au niveau du bruit, de la circulation, du mouvement et de la lumière». Sur la diapositive suivante, on peut voir les bénéfices, avérés de faire cette reconnaissance. Il y a aussi l'idée de pouvoir, dissiper des malentendus. Donc révéler son handicap, que ce soit son employeur, son manager, ses collègues, permet aussi souvent de justifier des absences, de dissiper des malentendus ou de lever des soupçons par rapport, notamment à un manque d'investissement dans le travail. Ça permet entre guillemets de légitimer une éventuelle, moindre performance au travail ou, une éventuelle moindre participation au collectif de travail. Si on le révèle à ses collègues, ça permet également de limiter certaines, incompréhensions, notamment lorsqu'on obtient des aménagements. Ça permet d'expliquer à ses collègues et d'éviter qu'on pense qu'on bénéficie d'un traitement de faveur. On a, une femme, qui a un handicap non visible et qui a une reconnaissance qui nous dit: «On en a marre de se justifier. Pourquoi on ne peut pas prendre l'escalier? J'avais l'impression que toutes mes actions étaient à justifier. Pourquoi je ne suis pas venue? Pourquoi ces horaires de travail? Pourquoi on ne te voit pas beaucoup? Je ne sais pas si ça change quelque chose, mais avec la RQTH, j'attendais plus de compréhension». Et une autre personne, 52 ans, un handicap invisible encore une fois et que cette personne a une reconnaissance de son handicap. Elle nous dit: «J'ai annoncé, aux collègues après le manager pour qu'ils comprennent pourquoi j'avais des journées de télétravail supplémentaires. C'est un peu anxiogène. Je voulais éviter les jalousies et les incompréhensions». Hem, Dans la diapositive, suivante, on va parler, donc là, on a vu un peu les bénéfices, à cette reconnaissance et on va parler des freins, ce qui peut, freiner les cadres dans le choix de faire reconnaître leur handicap. Donc c'est une démarche qui se heurte souvent à une crainte d'être stigmatisé et qui peut être exacerbée par les fondements de l'identité cadre. Donc la crainte d'être stigmatisé, et pénalisé dans sa carrière. En effet, de nombreux cadres, nous ont dit dissimuler leur handicap, parfois durant des mois, voire, des années, par crainte de voir leur, situation professionnelle et leurs relations de travail, donc avec, les supérieurs hiérarchiques, avec leur employeur, se détériorer ou par crainte d'être freinés dans leur carrière, d'être discriminés, par rapport à des éventuelles évolutions professionnelles, s'ils révèlent, leur situation de handicap. Donc en arrière-plan de ces comportements, il y a une crainte évidente de la stigmatisation, d'être confronté aux préjugés concernant le handicap, d'être considéré comme, moins performant, moins compétent, moins efficace. Et c'est des craintes qui sont souvent légitimes puisqu'on constate, année après année qu'une majorité des réclamations qui sont adressées aux défenseurs d'en droit sont quand même fondées sur le critère du handicap ou des troubles de santé invalidants. Et comme l'a rappelé, Denis en préambule, mais l'étude qui a été menée avec la GFIP montre bien une majorité près 3/4 des actifs et c'est aussi, une majorité pour les cadres, donc plus spécifiquement, qui estiment que
que la situation de handicap estime que c'est difficile quand on est en situation de handicap de progresser dans sa carrière. Donc là, on a un homme sans encadrement et qui n'a pas de reconnaissance de son handicap, qui nous dit: «Mon état de santé est satisfaisant pour l'instant, je n'ai pas de crise d'hypo. Mon état ne justifie pas d'informer l'employeur et je n'ai pas l'obligation de les faire. Et je n'ai pas envie non plus que mon état de santé serve à me donner des missions moins intéressantes en estimant que c'est pour mon bien». Une femme, 34 ans, avec un handicap non visible et sans reconnaissance, nous dit: une vraie salle de pause avec un canapé ou un fauteuil pour m'allonger en cas de crise. Quand je sens l'hypo en position debout, le muscle brûle. Ça ne remonte pas aussi vite qu'allongé. J'ai pas osé demander à l'employeur, j'ai peur qu'il me prenne pour une princesse. Sur la diapositive suivante, on peut voir que c'est une démarche aussi qui se heurte pour les cadres à la culture de la performance. Qui peut être associé à ce statut. Donc les cadres ont du mal à se projeter dans le statut de travailleur handicapé parce qu'ils associent souvent eux-mêmes le handicap ou la maladie à une moindre efficacité au travail, un état qui leur semble peu conciliable ou peu compatible avec les exigences supposées pour un poste de cadre. Ils ont peur d'être jugés moins performants. On a une femme ici sur un poste avec encadrement qui a un handicap non visible et qui n'a pas fait de reconnaissance, qui nous dit: «Quand je suis en hypoglycémie, ça me rend faible. J'ai le sentiment d'envoyer des mauvais signaux et d'être moins légitime, mais je n'ai jamais eu de réflexion. C'est mon ressenti personnel. Je ne suis pas très à l'aise avec ça. Je gère bien mes missions, mais c'est dur pour moi, c'est dans ma tête. Mais quand on est manager, on doit montrer l'exemple, on doit montrer une certaine force». Donc des cadres qui jugent parfois aussi les aménagements organisationnels nécessaires avec leur maladie ou leur handicap, ils jugent que ces aménagements peuvent être incompatibles avec la vision qu'ils ont de la performance et de l'engagement professionnel qui est attendu de leur emploi ou de leur poste. D'autant plus s'ils sont managers, ils ont peur de perdre en légitimité, en autorité. Ici, on a une femme de 40 ans avec encadrement et un handicap non visible qui a une reconnaissance de son handicap, qui nous dit: je ne demande pas de télétravail parce que je trouve que c'est important d'être avec l'équipe sur place. Et quand on est en situation de handicap, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, on est un peu désociabilisé». Et voilà. Et pour en arriver au dernier point que je voulais mettre en avant sur cette étude, dans la diapositive suivante, donc une reconnaissance. Cette démarche et ce choix de reconnaissance qui peut être largement facilité par des politiques RH proactives. Donc, l'importance d'informer sur les bénéfices de la RQTH et de cultiver au sein de l'entreprise un environnement de travail inclusif. Donc, plusieurs leviers qui peuvent contribuer à la décision des cadres de faire reconnaître ou de révéler leur handicap. Donc, d'une part, faire connaître les bénéfices qui sont associés à la reconnaissance du handicap et aussi accompagner les cadres dans les démarches. Donc, c'est des leviers essentiels pour en promouvoir le recours. Donc, notamment, ce sont les acteurs de la sphère médicale ou sociale ou les référents handicap ou les personnes RH en charge de ces questions dans les entreprises de plus petite taille, qui sont être des acteurs clés de cette information et de cet accompagnement. Donc, c'est des personnes qui sont coutumières des démarches, qui sont expertes et qui peuvent accompagner les cadres dans ces démarches. Et les cadres ont aussi témoigné de l'importance pour eux d'être rassurés sur la confidentialité de cette démarche. Voilà. Et une politique aussi au sein de l'entreprise qui est importante, c'est une politique active de sensibilisation. Donc que les entreprises cultivent cette politique. Il y a un environnement de travail inclusif qui peut également jouer un rôle déterminant dans le choix ou l'arbitrage entre révélation, dissimulation pour les cadres. Donc politique de sensibilisation de tous les acteurs, donc les ressources humaines, les managers, les salariés, et des opérations de communication régulières. Par exemple, des témoignages de collègues en situation de handicap, des témoignages de collègues sur la procédure RQTH, enfin de reconnaissance administrative, des témoignages sur les aménagements qui ont pu être mis en place, sur les bénéfices ressentis de ces aménagements. Et c'est des témoignages d'autant plus impactants qui sont effectués par des personnes haut placées dans la hiérarchie.
Donc ici, un référent handicap dans une grande entreprise qui nous dit: ce qui a fait aussi, je pense, augmenter la confiance des salariés sur notre politique handicap, c'est de voir d'autres salariés se déclarer, parler de leur handicap. On ne stigmatise pas, on n'est pas sur une population que d'ouvriers et d'agents de maîtrise. C'est même des cadres qui parlent aussi de leur handicap, et notamment une personne qui était chef de service sur un poste à haut niveau qui a vraiment évoqué librement son handicap. Et ça, je pense que ça fait réagir en interne, plus toutes les actions qui sont concrètes, ça a donné une volonté en interne vraiment de déclarer son handicap. Voilà, je vais terminer sur ce point-là et je vous remercie pour votre attention. Vous pouvez retrouver l'étude sur les sites de l'APEC ou sur les sites de la GFIP. Désolé, merci beaucoup Valentine. Nous verrons si à la fin il y aura des questions complémentaires. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires si vous en avez sur notamment cette étude. Nous allons passer maintenant à un autre sujet qui sont les plateformes de prêt de matériel. Et donc, pour nous en parler, nous allons avoir Samara Laïb du FIPHFP et Valérie Benoît de la GFIP. Et tout d'abord, Samara, dites-nous les plateformes de prêt de matériel, c'est quoi et à quoi ça sert? Bonjour à tous, donc je suis Samara Laïb, déléguée à la politique handicap nationale auprès de la directrice du FIPHFP. Donc en introduction, je souhaiterais rappeler le contexte dans lequel s'inscrit ce dispositif et son déploiement futur sur l'ensemble du territoire. Donc le développement des plateformes de prêt de matériel sur l'ensemble du territoire, c'est un enjeu qui a été identifié par les pouvoirs publics et les deux fonds, la GFIP et le FIPHFP. C'est notamment l'une des 17 mesures qui est issue à la suite de la Conférence nationale du handicap de 2023 et qui demande à la GFIP et au FIPHFP de déployer une plateforme de prêt de matériel dans chaque région pour les personnes qui entrent en formation, qui sont recrutées sur un contrat court. C'est aussi une action qui est valorisée dans le cadre de notre convention de coopération à GFIP-FIP et dans laquelle nous sommes attendus pour développer ces plateformes pour assurer une couverture du territoire national d'ici à la fin 2024. Donc ces plateformes de prêt, à quoi ça sert? Donc les plateformes d'essai et de prêt de matériel permettent à titre gracieux un accès à des moyens techniques de compensation pour les personnes en situation de handicap afin de favoriser l'entrée et le suivi d'un parcours de formation professionnelle dans les centres de formation de droit commun et de sécuriser l'entrée ou le maintien dans l'emploi auprès des employeurs du secteur privé et public. Donc la plupart des plateformes proposent des prêts de matériel qui répondent à des besoins de compensation en situation d'emploi et de formation. C'est un dispositif qui a plusieurs avantages, puisqu'il permet à la fois d'instaurer un mécanisme itératif grâce au test de l'aide technique avant tout achat. Cela offre la possibilité de procéder à d'éventuels ajustements pour donner la réponse la plus adaptée possible aux besoins de la personne en situation de handicap. Cela permet également de vérifier la pertinence de l'aide technique et d'apporter aux bénéficiaires une solution adaptée à un moindre coût, mais également de fournir une solution rapide et temporaire à une personne dont le besoin offre à l'employeur de procéder à l'achat de l'aide technique dans un délai suffisant. Ce service ne coûte rien au bénéficiaire final et je rappellerai que l'essai ou le prêt de matériel n'a pas vocation à répondre à un besoin pérenne. Donc en résumé, ces plateformes de prêt de matériel permettent une adaptation rapide des situations, mais aussi le test du matériel pour éprouver son efficacité avant un achat définitif par l'employeur public ou privé. Merci Samara, c'est très clair. Et alors, Valérie, finalement, quels produits sont concernés? Est-ce que vous auriez des exemples à nous citer? Bonjour à tous. Donc, Valérie Benoît, chargée de mission au sein de la direction de la sécurisation des parcours à la GFIP. Donc,
avant de rentrer dans le détail des matériels qui peuvent faire l'objet d'essais ou de prêts, rappeler que le matériel, il est prêté parce qu'il correspond à un moyen de compensation et de la personne et de son environnement. Donc, l'objet même de ces prêts matériels, c'est bien d'aller dans la compensation de la situation, alors qu'elle soit formation ou emploi, peu importe, mais au préalable de déterminer le type de matériel, il faut mener une évaluation qui se fait généralement par un ergothérapeute qui va aller sur place, déterminer quelle est la situation, quel est l'environnement de la personne et comment elle va employer ce matériel. Soit pour la formation, soit pour l'emploi, et vis-à-vis de la typologie du handicap de la personne, qu'est-ce qui peut au mieux compenser. On a une deuxième réflexion sur les types de matériel. C'est une base assez logique parce que on a pour le prêt matériel des démarches ponctuelles, limitées dans le temps. Donc le sens pratique veut que ce matériel, la plupart du temps, il faut qu'il soit transportable. Donc on est plutôt sur du petit matériel. Alors, petit matériel qui peut être très divers et aujourd'hui, dans l'offre de services des plateformes de prêt, on en a certaines qui ne couvrent pas tous les handicaps. Donc, ça va être lié à l'offre de services de certaines plateformes qui ont plutôt aujourd'hui la couverture des typologies de handicap visuel, moteur et auditif. C'est ce qu'on retrouve de façon plus fréquente. De ce fait, si la plateforme elle est plutôt sur du matériel visuel, on va retrouver soit des écrans, soit des loupes ou des luminaires. Pour le matériel auditif, on peut voir se prêter des boucles magnétiques, par exemple. Et on sait que la majorité aujourd'hui des prêts se fait plutôt dans des environnements bureautiques. Donc on retrouve beaucoup de souris ergonomiques, de claviers adaptés, de sièges ergonomiques également. Voilà. Donc c'est des matériels qui ont été accumulés au travers de plusieurs années d'existence pour certaines plateformes ou certaines qui ont démarré avec quelques matériels et qui progressivement améliorent leur parc par rapport aux besoins à couvrir. Donc, c'est aussi, comme l'a rappelé Samara, on est dans la gratuité du service pour le bénéficiaire, mais un investissement, on va dire, sur le matériel qui se fait de façon très progressive. Je voudrais juste rajouter concernant les produits prêtés ou les matériels prêtés ou les aides techniques, peu importe comment on les appelle, c'est un accès qui se fait à ce jour via certaines structures intermédiaires qu'on va appeler prescripteurs. Aujourd'hui, les personnes ne peuvent solliciter l'offre de services plateforme de prêt en direct. Merci Samara. Finalement, à qui ça s'adresse? Qui peut demander à bénéficier des éléments prêtés dans ces plateformes? Alors, comme l'objectif poursuivi de ces plateformes est de développer l'accès à la formation et à l'emploi des personnes en situation de handicap, elles s'adressent aux actifs en situation de handicap, du secteur privé ou de la fonction publique, ainsi qu'aux personnes en formation. Donc, les personnes en situation de handicap qui sont détentrices d'un titre de reconnaissance du handicap ou en voie de l'être, inscrites dans une démarche d'insertion professionnelle ou de maintien dans l'emploi. Donc, ces plateformes s'adressent à tout handicap ou sont pour certaines spécialisées sur une déficience.
OK, merci. Et alors pour conclure sur le sujet, Valérie, vous l'avez évoqué tout à l'heure, tout n'est pas disponible partout. Alors comment ça se passe? Et finalement, est-ce qu'on est sûr de toujours trouver ce qu'on veut? En gros, qu'est-ce qui est disponible quand, où, quand, pourquoi? Alors, effectivement, certaines plateformes ont 10 ans d'ancienneté et sont plutôt sur des couvertures régionales, hein. Donc, elles sont le fruit d'un partenariat et d'une expression de besoin des acteurs sur les régions. Donc, d'autres plateformes sont beaucoup plus récentes. Et on en a 2 qui vont ouvrir d'ici fin d'année, 2 nouvelles. Donc on s'emploie à ce que, au niveau de la GFIP et du FIP, on puisse progressivement couvrir tout le territoire national, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, avec une petite mention spéciale pour les territoires ultramarins qui, pour le coup, sont tous couverts. Et au-delà de la couverture nationale, c'est aussi des travaux qu'on mène pour harmoniser l'offre de services, hein. Comme on l'a précisé là tout à l'heure, aujourd'hui, toutes les typologies de handicap ne sont pas couvertes, ce qui est pourtant un objectif, hein, dans les travaux qu'on mène au niveau de la GFIP et du FIP. Donc à ce jour, 12 plateformes, hein, qui délivrent une offre de services différente, hein, faut se le dire, hein. Je pense qu'on a 12 plateformes et donc 12 offres de services. Pour autant, voilà, on travaille d'un côté le déploiement national et puis de l'autre côté à harmoniser ces offres de services pour qu'à terme, on puisse mettre en visibilité les matériels et les moyens de mobiliser ces plateformes. Merci Valérie, et je passe la parole maintenant à Philippe qui va nous présenter les intervenants suivants. Merci Denis, on va parler maintenant, toujours sur notre thématique du jour, du maintien dans l'emploi, de dispositifs d'emploi accompagnés et particulièrement celui de Châtillon, de l'ADAPT de Châtillon. Et pour cela, on a 3 personnes qui ont bien voulu nous accompagner ce matin. Un employeur, une personne dite concernée, et puis un référent, donc une personne de l'ADAPT. Donc on a Aurélie Burani qui est chargée de mission handicap et diversité pour Harmonia, c'est l'entreprise. Jérémy Tertois qui est accompagné donc par le dispositif emploi accompagné, qui est Hospitality Manager chez Harmonia, il nous dira ce que c'est un peu compliqué. Et Mélanie Lebredoncel, j'espère que j'ai bien prononcé, qui est ergothérapeute, job coach pour l'ADAPT. Et donc, ma première question est peut-être pour Mélanie. Euh, qu'est-ce que c'est que l'emploi accompagné? Il faut nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste et comment cela peut aider les employeurs. Oui, donc bonjour, merci Philippe. Donc moi je suis Mélanie Lebredoncel et je suis ergothérapeute donc, au dispositif emploi accompagné de Châtillon. Pour vous faire un peu l'histoire, les dispositifs emploi accompagné, ont été créés suite à la loi de 2016, sur l'accessibilité et le maintien en emploi. Et le principe, c'est d'avoir des structures qui vont être là pour accompagner et les personnes en situation de handicap et les entreprises dans l'accès à l'emploi et le maintien en emploi. Donc on est financé par l'ARS, la GFIP et le FIP jusqu'à aujourd'hui, enfin pour le moment. Donc le principe, c'est que dans nos équipes, chaque référente accompagne une vingtaine de personnes. Donc c'est des suivis vraiment individualisés et hem et réalisé, enfin, mis en place avec la personne, c'est vraiment un accompagnement. Donc on s'est réfléchi avec la personne et son référent, pour que ça puisse être le plus, personnalisé possible en fonction des besoins de la personne, dans l'accompagnement. Donc ça peut être vraiment, tout ce qui est aide, à créer son projet professionnel ou aider dans la préparation à l'entretien d'embauche. Et après faire le lien avec les entreprises, comment aller chercher les entreprises, comment on se présente, ce genre de choses.
Et après, voilà, nous, on va fonctionner vraiment en tripartie. Une fois que la personne a trouvé l'entreprise qui lui convient et que voilà, réciproquement que l'entreprise est contente de la personne, on va travailler à 3 avec donc le référent, la personne et l'entreprise pour que tout se passe au mieux dans l'intégration, le maintien et l'évolution en emploi de la personne. Donc pour ça, nous, on a une équipe, on a la chance à Châtillon d'avoir une équipe pluridisciplinaire où on va avoir des conseillères emploi qui vont chacune avoir 20 personnes accompagnées. Donc c'est vraiment un petit nombre pour que ça puisse être, très personnalisé. Et ensuite, on va avoir des professionnels transverses, donc une coordinatrice qui est aussi psychologue du travail, une psychologue et moi qui suis ergothérapeute avec une de mes collègues, où on va, essayer de faire en sorte d'accompagner au mieux la personne et l'entreprise dans toutes ses démarches, dans ses besoins, dans ses réflexions. Et c'est un accompagnement qui se fait vraiment main dans la main. C'est-à-dire qu'on va rien faire, pour la personne sans la personne, ni rien faire pour l'entreprise sans l'entreprise. Donc on fonctionne vraiment, tous ensemble en synergie, et c'est ce qu'on fait d'ailleurs, en ce moment avec Aurélie et Jérémy, sur, l'évolution professionnelle, qui est en cours. Donc voilà, D'accord. le principe, c'est vraiment qu'on fonctionne tous ensemble, pour que ça se passe au Et mieux. Et donc, je vous interromps. En fait, ce qu'on comprend dans ce que vous dites, c'est il y a recours à l'ADAPT, d'expertise de tel ou tel type en fonction des besoins, soit de la personne, soit de l'entreprise, pour permettre au mieux l'intégration ou le maintien dans l'emploi de la personne et la bonne compréhension par l'entreprise de la situation de handicap. C'est ça. C'est ça, d'accord. Mmh. Très bien, on va revenir vers vous, peut-être, tout à l'heure. Pour, Aurélie, s'il vous plaît, vous qui êtes donc dites-nous d'abord qu'est-ce qu'elle fait votre entreprise? C'est toujours intéressant. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Aurélie Burani, chargée de mission handicap et diversité depuis 2018 au sein du groupe Harmonia. Donc, Harmonia est un groupe qui propose de la prestation de services en entreprise sur différents corps d'activité. Vous avez à la fois l'accueil en entreprise, l'événementiel, les services généraux et également la propreté. Donc, je travaille D'accord. moi Mmh. pour le pôle Workplace, donc qui propose des activités de multiservices, multitechniques et facility management auprès de nos clients. Donc, ça va être des postes d'agent de courrier, d'hospitality manager, d'agent de maintenance, de room service, au service de nos clients en entreprise. Et nous avons essentiellement des personnes en CDI ou en CDD. D'accord, très bien, très bien, très bien. Et alors, en tant qu'employeur, qu'est-ce que vous pensez de ce dispositif de DEA? Comment est-ce que ça fonctionne pour vous? Alors, lorsque j'ai été nommée sur ce poste-là, j'ai travaillé avec différents dispositifs. C'était pas toujours évident. Déjà, on n'est pas non plus des experts au niveau du handicap. Et je suis passée effectivement par certaines sociétés ou associations. C'était assez compliqué parce qu'une fois sorties du milieu protégé, lorsque les personnes intégraient chez nous et chez nos clients le milieu ordinaire, ils étaient des fois parfois un peu désemparés. Et le fait d'avoir rencontré l'ADAPT en 2019 sur un salon, j'ai appris à les connaître. Ils m'ont parlé du dispositif emploi accompagné. Et en tout cas, pour nous, notre entreprise, c'est une configuration qui est parfaite. Déjà, lorsqu'on a des besoins, on les explique, on les exprime, ils les cernent en termes de recrutement, ils nous proposent des candidats qui correspondent généralement en tout point de vue à nos attentes. Ils accompagnent aussi les salariés auprès des employeurs lors de l'entretien d'embauche si le salarié le veut bien. Une fois que le salarié est sélectionné, ils proposent l'immersion sur site avec le client, une sensibilisation aussi auprès des clients et des équipes sur place et un accompagnement du salarié tout au long de son parcours professionnel. Donc à la fois, s'il y a des besoins en ergonomie, il peut y avoir des études qui peuvent être faites. S'il y a des besoins psy, ils peuvent aussi intervenir, et cetera. Donc ils sont très Mmh. réactifs et pour nous, c'est très rassurant et pour nos clients, ça l'est aussi de savoir que la personne est bien, intégrée, et accompagnée, au sein de l'entreprise. D'accord. Donc du coup, ce qu'on entend dans ce que vous dites, c'est que ce rôle un peu de tierce
que peut jouer l'ADAPT et le dispositif, bah, ça rassure un petit peu l'entreprise qui, du coup, n'est pas forcément en direct avec les questions sur lesquelles elle n'a pas forcément toutes les réponses. Et donc, ça a cet avantage-là. Et j'imagine que ça permet aussi peut-être de recruter des profils qu'on n'aurait peut-être pas recrutés ou par rapport au recrutement, est-ce que ça donne une certaine ouverture sur des profils un peu différents? Ah, complètement. Une fois, j'ai eu un besoin en numérisation de dossiers du personnel avant un déménagement. J'avais fait appel à l'ADAPT en expliquant mon besoin. Il m'avait proposé un candidat. Effectivement, quand j'ai vu le candidat, je me suis dit, ça risque peut-être d'être compliqué. Et moi, je lui avais donné un petit peu mes directives, mais je voyais que ça prenait un petit peu de temps. Et j'ai fait appel à l'ADAPT. L'ADAPT est tout de suite intervenu et dans sa façon en fait d'expliquer les choses et en donnant en fait un outillage avec des codes couleurs, etc. La personne, elle a été extrêmement performante et elle a pu être maintenue dans l'emploi et elle est même allée au-delà de ce qu'on demandait. Mais ça, nous, en tant qu'employeur, on n'est pas expert, on n'est pas médecin. Mmh. On a besoin de s'appuyer en fait de structures, de professionnels pour nous aider, nous accompagner et pouvoir maintenir en emploi nos salariés. D'accord. Merci beaucoup, Aurélie. Jérémy, alors Jérémy, donc vous êtes chez l'employeur. Quel est votre parcours? Comment est-ce que vous êtes arrivé ici? Alors, bonjour à tous. Donc moi, je suis Jérémy. Donc effectivement, je suis hospitality manager chez Harmonia Hospitality depuis maintenant plus de 2 ans. Mmh. Donc mon parcours, pour faire assez bref, j'ai eu un bac S en 2019 et Ouais. j'avais entamé des études en biologie. Suite à un événement dans ma vie personnelle, j'ai dû arrêter mes études pour essayer de trouver un emploi. Ce que je n'ai pas du tout réussi à faire de 2019 jusqu'à 2022. Et c'est fin 2021 que j'ai été mis en contact avec l'ADAPT. Et au tout début de l'année 2022, il y a eu une très grande suite, il y a eu vraiment une succession de rendez-vous avec l'ADAPT quasiment toutes les semaines, avec ma référente, avec Mélanie, pour arriver vraiment à cerner mon profil, cerner qui je suis, pas seulement sur le point de vue professionnel, parce que je n'avais aucune expérience dans le milieu professionnel, mais vraiment arriver à cerner qui j'étais pour brosser vraiment un véritable profil à présenter à un employeur, pas seulement sur le papier avec le CV, mais au global. Et une fois que toute cette phase d'entretien et de brossage avait été fait, mon profil a été proposé donc par le biais de Mélanie à Aurélie pour un poste d'hospitality manager sur un site à Châtillon, donc sur le siège d'AXA Partners à Châtillon. Qu'est-ce que c'est un hospitality Euh, manager? Dites-nous quand même en deux alors, mots. en 2 mots, un hospitality manager, c'est un pilote de service, c'est-à-dire qu'on est sur un site, le client nous donne toutes les clés avec tous les prestataires qui interviennent sur le site, et grosso modo, il nous dit, voilà, ça c'est toutes les personnes avec lesquelles on travaille, maintenant c'est vous qui gérez avec eux, et vous nous faites des remontées d'informations. D'accord. Globalement, c'est ça. Mhm. Très bien. Donc, Et du coup, alors maintenant, vous avez un petit peu de... D'abord, est-ce que le job vous plaît? C'est important, ça. ah oui, Bon, oui, c'est oui, bien. c'est très C'est stimulant. très Oui, oui, stimulant, c'est chouette. oui. Et au bout d'un peu d'ancienneté, donc vous avez quelques mois d'ancienneté, est-ce que vous avez l'impression que vous pouvez évoluer dans l'entreprise? Comment est-ce que ça se passe avec votre Oui. employeur? Alors, avec l'employeur, ça se passe très bien. Ouais. Donc, je suis resté sur le site de Châtillon pendant 1 an et demi, jusqu'en novembre de l'année dernière, où ils ont déménagé. Ils ont décidé de tout internaliser. Donc, du coup, ils ont arrêté le contrat. Et Aurélie en amont, cherché à pouvoir me repositionner quelque part à un poste avec plus de travail, parce que c'est ce que je demandais. Je voulais plus de Mhm. responsabilités, je voulais vraiment grandir. Et Aurélie, elle a trouvé quelqu'un, donc un directeur de contrat. Et j'ai été envoyé du coup sur un site à Boulogne-Billancourt, la Tour Horizon, où j'exerce le même métier, mais avec un périmètre qui est beaucoup plus grand, avec beaucoup plus de responsabilités. Et ça va, Donc j'ai vraiment vous en grandi. sortez avec plus de responsabilités? Ouais, C'est bon, ça ouais, marche. ouais, c'est bon, Bon, ça c'est va. super, c'est super. Et Et oui, allez-y, oui, non, pardon. Non, allez-y. allez-y. Non, mais j'allais dire que du coup, si je, c'est, je me sens vraiment en confiance et en sécurité, parce que du coup, je sais que du côté de l'employeur, j'ai Aurélie, qui est toujours là pour répondre si j'ai la moindre question.
Et de l'autre côté, pour l'assistant, je sais que j'ai toujours l'adapt qui est là. Donc, si je rencontre la moindre difficulté due à mon handicap sur le site, je sais que j'ai toujours ces deux parties-là qui peuvent intervenir et qui travaillent ensemble pour faire en sorte que moi, sur le site, tout se passe bien. Voilà, donc le dispositif aussi vous rassure, un petit peu comme Aurélie sur l'aspect employeur. Donc vous vous sentez bien dans cette mouvance-là. C'est ça. Peut-être un mot à Mélanie pour conclure. Est-ce que vous avez le sentiment que est-ce que c'est un bon exemple, notre exemple là d'aujourd'hui entre Aurélie et Jérémy et l'entreprise de ce qu'on peut faire avec le DEA? Est-ce qu'il y a des comment ça se passe? Il y a parfois plus de difficultés, c'est plus simple. Comment vous voyez les choses? Est-ce qu'il y a une évolution aussi? Alors, Jérémy, c'est un peu l'exemple presque parfait, on va dire, parce qu'il est rentré chez nous et assez vite, Jérémy a très vite partagé ce qu'il expliquait, comment il fonctionnait, ce genre de choses. Et on a de la chance de travailler avec Aurélie depuis 2018 ou 2019, je ne sais plus. Et donc, du coup, on se connaît bien aussi. Et il y a une proposition d'Aurélie où on s'est dit, c'est Jérémy. Quand elle nous a proposé l'offre d'emploi, on s'est dit, c'est Jérémy. Jérémy nous a dit, mais pas du tout. Et on lui a dit, si, c'est ça. Et donc, du coup, Jérémy s'est dit, pourquoi pas, on va se lancer. Il avait ce que vous expliquiez, hein, vous n'aviez aucune expérience, et effectivement. Mais en fait, ce qu'on avait remarqué, c'était les valeurs qui matchaient et cette envie d'évolution, cette envie de travailler, ce genre de choses. Donc là, c'est un peu le cas parfait pour Jérémy. Après, on a des personnes pour qui ça prend plus de temps parce qu'ils sont encore perdus dans ce qu'ils veulent faire, ou parce que nous, on a encore beaucoup d'employeurs qui connaissent pas nos services et donc du coup voilà, nous on a la chance avec Aurélie, elle sait directement dès qu'elle a une offre d'emploi, elle nous l'envoie et puis on en rediscute et on voit si dans les personnes qu'on accompagne, il y a des personnes pour qui ça pourrait être intéressant. Enfin, ça pourrait les intéresser. Après, comme on est encore petit pour le moment, même si on essaie de grossir et de se faire connaître, il y a beaucoup d'entreprises qui ne nous connaissent pas. Donc, c'est un peu à nous, avec les personnes, d'aller à la pêche aux entreprises, d'aller les appâter, leur expliquer comment on fonctionne. Et ce n'est pas toujours évident de faire intervenir un tiers dans ces moments-là. Alors, il y a des entreprises pour qui ça va rassurer, il y a des entreprises où ça va être plus... l'approche va prendre plus de temps. D'accord. Donc, on a des personnes qui vont avoir des formations peut-être un peu atypiques ou des envies de métier qui sont en dehors du cadre, disons, classique, pour qui ça va être plus compliqué. Et puis, il y a des secteurs, comme tout le monde, qui sont bouchés. Enfin, voilà, à un moment, on ne peut pas créer de l'emploi où il n'y en a pas. Donc, il y a des profils il y a des personnes pour qui ça va être un peu plus long et il y a des personnes pour qui ils ont besoin de prendre leur temps. C'est-à-dire que nous, on accompagne donc des personnes qui sont d'abord passées par le Pôle emploi, le Cap emploi, mais qui ont besoin de plus d'accompagnement que ce que le Pôle emploi et le Cap emploi peuvent offrir. Ils ont beaucoup de suivi. Cap emploi, il me semble que ça doit être une centaine ou 200, je ne sais plus, j'ai plus les chiffres. Mais voilà, nous, c'est 20 personnes. Donc, on a plus de temps. Il y a une qualité dans la prestation que vous pouvez offrir, que peuvent peut-être pas offrir d'autres acteurs, où il y a plus de monde à niveau suivre. Temporel, c'est sûr que nous, on a cette chance d'avoir vraiment plus de temps. En plus, on est un dispositif qui n'a pas de limite dans le temps. Donc, c'est-à-dire que là, par exemple, Jérémy, il est arrivé chez nous en 2021, mais si ça se trouve, en 2050, s'il travaille encore, il peut encore être chez nous. S'il le souhaite. Alors après, ce n'est pas non plus la vocation. Nous, on est là pour autonomiser, aider dans l'autonomisation, dans l'autodétermination pour qu'il puisse se débrouiller tout seul derrière. Mais en soi, il peut revenir dans le dispositif quand il veut. Très bien, très bien. Menant les délais de liste d'attente, ce genre de choses. Merci beaucoup. Je vous interromps parce qu'on sinon on va se faire disputer, mais merci beaucoup pour toutes ces informations. Je vais donner Moi, je parle beaucoup. Mais c'est très intéressant. Et je laisse la parole à Denis. Merci beaucoup à Mélanie, Aurélie et Jérémy pour leur témoignage. Très intéressant. Et Denis, est-ce qu'il y a des questions du public? Il y en a beaucoup, donc on va en prendre quelques-unes, et notamment, donc je garde Mélanie en ligne, notamment sur l'emploi accompagné. Est-ce que c'est uniquement en milieu ordinaire? Nous avons une question.
Nous, on a vocation en fait, nous, on accompagne des personnes qui sont orientées milieu ordinaire. Milieu protégé, vous allez retrouver les ESAT hors les murs. Mais nous, on est vraiment vocation à aider les personnes à aller vers le milieu ordinaire. Après, si on voit qu'après plusieurs essais, ça ne fonctionne pas, évidemment, on va les aider à se réorienter vers le milieu protégé. Mais on n'a pas vocation à orienter directement vers le milieu protégé. Vraiment, ça me permet de placer que demain, nous aurons une intervention sur un ESAT hors les murs. Donc, ce sera l'occasion aussi, si vous revenez demain, de découvrir ce dispositif. Une question sur est-ce que j'ai droit à des aides alors que je suis en chômage partiel avec le handicap? Et là, je peux répondre directement oui, bien entendu. Vous pouvez vous diriger donc vers votre référent ou chez France Travail ou chez Cap Emploi, selon. Voilà, mais bien entendu, vous avez droit à des aides. Question, je les passe rapidement parce qu'il y en a beaucoup, je vais en passer quelques-unes et puis, et puis malheureusement, pour les autres, on répondra directement sur les réseaux. Tout à l'heure, Samara et Valérie, vous aviez évoqué que les plateformes de prêt ne pouvaient être souscrites que via des prescripteurs. Est-ce que vous pourriez, alors l'une ou l'autre, je ne sais pas, nous dire qui sont ces prescripteurs? Alors, oui, comme je l'ai expliqué, on a 12 plateformes, 12 offres de services. Donc, voilà, on a 12 modalités différentes. Grosso modo, ce sont soit France Travail, Cap Emploi, bien entendu, qui sont majoritairement les employeurs qui peuvent aussi être considérés comme prescripteurs, ou ce qui est chez nous la ressource handicap formation, donc qui coordonne pour l'accès à la formation des personnes en situation de handicap. Voilà. Donc, malheureusement, aujourd'hui, c'est un peu variable. Je rajouterai Voilà. aussi les missions locales. Tout à fait. Donc, tout ce qui est réseau pour l'emploi, effectivement. Oui. Merci. Alors, une dernière question avant que Philippe ne conclue. Cette fois-ci pour Valentine. Juste peut-être un petit commentaire, mais pourquoi un cadre en situation de handicap craint plus que les autres de déclarer son handicap? Alors, nous, on a interrogé que des cadres, mais ce qui est ressorti des interviews qu'on a menées, c'était voilà, c'était cet attachement à la sorte de valeur travail chez les cadres et cette idée que même chez les cadres, enfin la crainte chez les cadres que les employeurs les perçoivent comme pas suffisamment performants pour ces postes, et notamment des postes d'encadrement, mais aussi chez les cadres eux-mêmes en situation de handicap, cette crainte que le handicap ou la maladie ne leur permettent pas d'être suffisamment efficaces dans leurs tâches par rapport à leur fonction, à leur emploi. L'idée que pour eux, le handicap ou la maladie ne serait pas conciliable avec les attendus de leur poste. Donc, c'est ressorti dans plusieurs témoignages. Eh bien, merci Valentine. Donc, pour les autres questions qui ont été posées, on vous les répondra directement sur les réseaux. Malheureusement, on n'a plus le temps de les prendre parce qu'on a déjà un peu dépassé le temps. Et je passe juste la parole à Philippe pour le mot de la fin et puis justement pour annoncer les prochains webinaires à venir. Merci Denis, effectivement, on se dépêche. Merci beaucoup à vous tous qui avez participé à ce webinaire et merci vraiment pour la participation de nos intervenants avec tous ces témoignages et toutes ces précisions très utiles pour améliorer l'emploi des personnes en situation de handicap. On a donc encore 2 rendez-vous demain et après-demain, donc 2 webinaires entre 12h et 13h. Demain, je vous donne le titre, Handicap, comment accompagner les personnes les plus éloignées de l'emploi. Et vendredi, c'est inaptitude, reconversion, accompagnement, les enjeux de fin de carrière. Voilà, à tous, à toutes, une très bonne journée. À très bientôt, à demain.